C'est parti pour les interviews de l'IA dans Smartech. C'est notre nouveau rendez-vous avec ceux qui font l'actualité dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, Sylvie Ouziel. Bonjour Sylvie. Bonjour. De Bluebridge Group AI et Robert Vesoul d'Iluin Technologies. Bonjour Bonjour. Robert. Vous allez nous parler tous les deux des agents IA. J'espère qu'on va tout savoir, tout comprendre et pouvoir se projeter dans cet avenir. Et puis, autour de la table également, Léo Briand. Bonjour Léo. Bonjour Delphine. Léo Briand de Vita Science, qui m'a confié avoir pas mal d'actualités dans le domaine de l'éducation au numérique et à l'intelligence artificielle. Donc, je vous propose qu'on commence à voir ça tout de suite ensemble, Léo. Avec plaisir. Donc, fondateur de Vita Science, qui est une start-up fondée en 2018, qui conçoit des outils numériques pour l'enseignement de la programmation informatique, mais aussi de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Alors, quelles sont ces nouveautés autour de l'IA et même, vous m'avez dit, de la robotique à l'école? Oui, c'est assez vaste, mais en fait, dans tous les pays du monde, et en France y compris, on commence à enseigner ces sujets-là, donc les sujets technologiques, à l'école. Donc ça a commencé il y a quelques années avec le codage, qui est devenu une discipline obligatoire dès le collège, et puis même à la fin du primaire maintenant, Ouais. et puis au lycée, bien sûr. Et la robotique aussi, et puis là, de plus en plus, l'IA, qui fait son apparition dans les programmes scolaires. Mais Euh, c'est très différent, finalement, C'est comme tous ces apprentissage. sujets-là? Ouais. Un petit peu quand même, parce que l'IA touche plus de disciplines en fait. Donc le codage et la robotique, c'est plutôt technologique, c'est réservé aux disciplines STEM, donc scientifiques, technologiques, ingénierie et maths. Ok. Alors que l'IA, ça touche toutes les disciplines, y compris linguistique, art, enfin vraiment toutes les disciplines. Donc c'est un peu plus large. Pour autant, il n'y a pas encore de consensus clair sur qu'est-ce qu'on doit enseigner. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, on le Mm. met dans quelle classe, dans quel contexte, Il avec y a quel un gros prof? sujet là-dessus. Ouais. Donc, certains disent ça doit être complètement pluridisciplinaire. Il faut qu'on en enseigne un peu à la sauce de chaque discipline. Certains disent on doit créer une nouvelle discipline, IA. Là-dessus, le débat n'est pas tranché. Et je pense qu'il y aura des expérimentations selon les différents pays. Et puis, c'est des Et questions complexes. vous, qu'est-ce que Ouais. vous en pensez, vous, Léo? Moi, à titre personnel, je pense que c'est bien de répartir sur les différentes disciplines. C'est mon D'accord. opinion. Et d'ailleurs, on a lancé une thèse avec l'Université de Montpellier sur ce sujet. Donc, on a une thèse de doctorat qui a démarré il y a 6 mois pour essayer de faire des études justement de comparaison. Pour autant, le pluridisciplinaire, ça a quand même ses limites parfois, puisque ça demande de la formation de tout le monde. Et on sait que il y a presque 1 million d'enseignants en France. C'est quand même assez complexe en termes de formation. Et aujourd'hui, quand on enseigne la robotique, on enseigne l'intelligence artificielle aussi, non? Parce que c'est ça qui rend les robots plus autonomes. Oui, de plus en plus, effectivement, on n'enseigne pas juste la robotique simple où on va faire un carré à un robot, par exemple, Ouais. mais on va essayer de donner des capacités supplémentaires avec l'IA, sachant que l'IA elle-même évolue. Donc je dirais que c'est pas complètement évident, mais de plus en plus, on va avoir une hybridation, je pense, entre les sujets codage, robotique et IA, même si l'IA, encore une fois, touche un nombre d'enseignants et d'élèves plus large. Alors, faut faire une différence entre enseigner l'IA et enseigner avec l'IA. C'est deux sujets, ça, qui avancent, j'imagine, en parallèle. Pour autant, est-ce que l'un ne va pas avec l'autre? C'est-à-dire que si je donne des outils d'intelligence artificielle à des élèves pour les aider, je ne sais pas, à réviser leurs maths, par exemple, je pense à une application très précise, euh, c'est une façon finalement d'appréhender aussi ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière le logiciel. Alors là-dessus, moi, je suis un peu en désaccord. Ah, Mon idée, en fait, c'est que vraiment, c'est deux sujets quand même assez distincts. D'une part, mais c'est dommage, non? En fait, de ne pas bah, expliquer aux en fait, élèves ce qu'on finalement, leur donne, quel est l'outil qu'on leur donne entre les mains. il y a d'un côté pour moi utiliser l'IA pour optimiser l'enseignement. Donc par exemple sur les maths ou sur le français, on va vouloir utiliser une IA pour faire de l'apprentissage adaptatif, donc pour adapter les contenus à chaque élève, ou alors pouvoir générer des feedbacks par exemple, ce qui a été prouvé scientifiquement comme étant très efficace pour aider à l'apprentissage, quoi, d'avoir des feedbacks qui soient générés par IA Ouais. pour faciliter l'apprentissage de l'élève. Mais d'un autre côté, il peut y avoir un effet un peu boîte noire où l'IA, elle aide, mais on ne la comprend pas vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui Mm. se passe derrière et les enjeux qu'il y a autour. Pour moi, il y a un autre sujet qui est vraiment enseigner l'IA en tant que discipline presque scolaire, où là, on va s'intéresser à comment ça marche, quels sont les enjeux, par exemple énergétiques, environnementaux, éthiques, juridiques, qui sont parfois occultés quand on utilise par exemple ChatGPT ou une application éducative dédiée. On ne se rend pas forcément compte des enjeux qu'il y a autour. Donc pour moi, il va y avoir un peu Exact. deux sujets. Ouais. L'IA pour booster les logiciels éducatifs et l'apprentissage au sens large, et l'enseignement de l'IA en tant que nouvelle discipline qui va avoir des gros impacts. Et peut-être qu'il y aura une hybridation entre les deux, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu deux types d'acteurs assez différents. Alors, vous avez signé un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous travaillez aussi avec le Luxembourg. Oui. Qu'est-ce qui va changer? Donc Qu'est-ce que actuellement, ça veut dire effectivement, très concrètement là dans les écoles?
Donc, ce qui se passe en fait en ce moment, c'est que il y a plusieurs gouvernements, donc notamment les ministères de l'Éducation nationale, qui lancent des plans nationaux pour former à l'IA et qui parfois incluent des outils avec. Et donc nous, bien sûr, notre enjeu avec VitaScience, c'est d'être intégré dans des plans de déploiement au niveau national. Et c'est le cas donc en France et au Luxembourg. Ça a été annoncé donc très récemment. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de déployer ça à large échelle et de permettre à la fois l'appréhension de l'outil, mais aussi la formation des enseignants qui va avec, puisqu'on sait que l'un sans l'autre marche pas très bien. Ouais, donc ça veut dire que vous intégrez cette, plateforme dans le cursus d'enseignement Alors des enseignants? à ce stade, il n'y a pas forcément une modification des programmes scolaires en Ah, tant que tels, parce que ça c'est vraiment sur le temps long. Là, d'accord. pour l'instant, c'est plutôt en général des plans de formation au niveau national à l'IA OK. qui intègrent des outils parfois, en l'occurrence les nôtres sur certaines géographies. Et, Oui, pardon? et là-dessus, je dirais qu'il y a des pays qui sont vraiment en train de mettre les bouchées doubles là-dessus. Je pense par exemple à l'Estonie, donc pour prendre un contexte européen, qui vraiment a décidé avec son plan AI Leap, donc le bond en avant de l'IA, de former tous les enseignants et tous les élèves du pays, en commençant par le secondaire, donc les lycéens, l'équivalent des lycéens, et qui va mettre à disposition. Alors pour l'instant, ils le font avec OpenAI et Google, donc Mmh. pas idéal en termes de souveraineté européenne, mais on voit que vraiment il y a plein de pays, je pense à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis, à la Chine, qui ont lancé des plans de formation massifs à l'IA au sein de Et leur vous le faites éducation avec quel, nationale. modèle alors? D'un point de vue IA, c'est ça? Sur les outils pour former les enseignants? Oui, Oui. donc nous, on se base sur des modèles en fait open source le plus souvent, notamment Mistral en France, mais aussi quelques autres. On peut les citer? Oui, on utilise pas mal les modèles Black Forest Labs pour la génération d'images, donc des modèles allemands, un peu de Stable Diffusion aussi, des modèles anglais. Et puis sur la partie modèle de langage, on utilise Mistral en France, et puis on propose aussi des modèles chinois et américains pour ceux qui souhaitent. Mais notre idée, c'est d'être assez agnostique, c'est-à-dire on ne veut pas dépendre d'un seul fournisseur. Et l'objectif, c'est plutôt d'enseigner comment fonctionne l'IA indépendamment du choix du modèle. Vous avez des questions, Sylvie, Robert, sur, Non, moi, un petit éclairage complémentaire, parce que je co-dirige également, en plus d'Illumin Technologies, la chaire d'innovation digitale à Centrale Supélec. C'est un vrai sujet pour les ingénieurs aussi. Cette arrivée de l'IA générative est arrivée très rapidement. Et Ouais. donc, la façon dont on enseigne les disciplines de l'ingénieur dans l'enseignement supérieur est un vrai challenge nouveau, avec la dualité qui était évoquée, à la fois d'enseigner l'IA comme discipline à part entière et d'avoir les meilleurs ingénieurs sur ces technologies de l'IA, mais aussi de se dire comment l'infuser dans l'ensemble des disciplines et permettre à chaque discipline d'en faire des leviers dans de la chimie, dans des disciplines où l'IA va apporter des différences des fois plus fortes même que ce qu'on peut voir avec l'IA générative grand public, mais qui peuvent être sur la chimie moléculaire, de la biologie ou en médecine, des choses qui vont faire beaucoup avancer la science. Evitation ne travaille pas du tout sur les cycles supérieurs. Si vous Alors un tout restez, petit peu, on si? a 3 partenariats en cours avec des universités, mais c'est plutôt minoritaire, puisqu'on vraiment on a à peu près 500 000 élèves et enseignants utilisateurs, de la plateforme chaque année, et vraiment l'ultra majorité sont plutôt en primaire et en secondaire. Et plutôt en secondaire, je dirais, parce qu'au primaire, moi je conseille pas forcément de commencer trop tôt non plus l'enseignement des technologies. Je reste convaincu à titre Ah oui, personnel que les maths et le français, ça reste plus important ouais. pour les plus Commencer par petits. les bases. Voilà. Ouais, Je pense que c'est bien de démarrer à partir du CM1 à peu près, ce qu'on appelle le cycle 3 en France. OK. Et donc du coup, CM1, CM2, on peut faire de la sensibilisation. Et vraiment, c'est à partir du collège et du lycée. Et après, l'enseignement supérieur, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Mais pour l'instant, nous, en tout cas, on est plutôt concentré sur le secondaire où il y a déjà pas mal de travail. Sylvie? Oui, oui, enfin, donc par rapport à ce qu'on évoquait sur Centrale, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la fin de l'opposition entre les sciences, que l'on peut démontrer, les équations, le déterministe et le probabiliste, et une convergence finalement entre ce qu'on comprend, ce qu'on mathématise et ce qu'on met en équation, et le probabiliste, qui est l'observation des phénomènes et le machine learning. Et pas mal de laboratoires actuellement hybrident les deux. Nous, on hybride beaucoup les deux et ça donne de très très bons résultats. Donc, je pense que c'est une voie intéressante. Et sur à quel âge faut-il commencer? Nous avons des équipes aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. On en a aussi à Tel Aviv, Genève, Paris. Mais donc à Dubaï, ils ont fait passer une loi qui oblige l'enseignement de l'intelligence artificielle dès la maternelle. Ah oui. Oui, mais quoi alors sur Ouais, l'IA? ouais, Qu'est-ce c'est ça. qu'ils apprennent Alors, quoi moi, sur l'IA en maternelle? Je trouve que l'approche qui consiste à utiliser l'objet qu'on veut enseigner pour enseigner est quand même une bonne idée. Et donc, je pense qu'ils vont mettre du chat GPT entre toutes Oui, les c'est mains ça, des c'est tout déjà petits pour s'approprier commencer l'outil, déjà à ouais. apprendre les maths qui sont la base de tout et qui ont elles-mêmes été inventées par la philosophie qui elle-même a inventé la logique. Donc, c'est assez cyclique. Et donc, je pense que ça va
percoler à la fois dans les sciences et dans les lettres. En fait, tout l'enjeu, c'est sur cette question de l'outil ou l'enseignement de l'outil, c'est de ne pas rester bloqué en fait au stade d'utilisateur, quoi, de simple Oui, utilisateur passif qui s'intéresse pas à comment ça fonctionne derrière. Ce qui est quand même clairement aujourd'hui le cas hein, sur tous les outils du numérique. Malheureusement, mais enfin bon, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience sur la nécessité d'aller voir derrière ce qui se passe. Et de garder une Robert? forme d'esprit critique par Ouais. rapport à l'usage de ces outils, parce que c'est vrai, comme le mode conversationnel est très assertif, bah, il favorise pas nécessairement cet esprit critique. On a un chatbot qui vous dit quelque chose, soit on lui fait confiance, soit on lui fait plus confiance, mais en fait, le mode d'interface le rend aussi comme un confident, comme un objet auquel on doit faire confiance ou pas. Donc, garder Presque l'esprit comme une critique personne. comme une personne. Ouais. Donc, garder cet esprit critique est vraiment clé. Et ça, l'apprendre au plus jeune âge, de se dire, voilà, je garde un esprit critique sur les informations qui arrivent. C'est probablement le plus difficile dans le challenge, avec toutes les types d'IA, les types d'influence qu'on va pouvoir avoir avec ce type d'outils. Mais c'est vrai que ça, c'est un défi quand même aussi, j'imagine, pour vous, Vita Science, parce que jusqu'ici, bon, bah, apprendre à coder, ça fait l'unanimité. On se dit, ah, bah, c'est bien, les enfants, ils vont comprendre un peu l'informatique. Apprendre à piloter un robot, ah, bah, c'est super, c'est ludique, tout ça, c'est très positif. L'apprentissage de l'intelligence artificielle, d'un seul coup, là, vous arrivez avec une brique où il faut apporter du sens critique, oui. où c'est pas forcément immédiat une adhésion. Vous ne demandez pas une adhésion finalement à la matière sur laquelle ils vont travailler. Oui, c'est ça. Donc nous, notre approche, c'est vraiment justement d'éclairer sur comment ça marche, la nature probabiliste, le fait que ça puisse halluciner, qu'il puisse y avoir des biais, d'expliquer pourquoi il y a des biais, donc la logique de données d'entraînement, par exemple, son importance, la logique de consommation énergétique aussi, montrer qu'en fait, les choix qu'on fait sont pas anodins derrière, en termes environnementaux, et puis derrière, de montrer en fait que on peut créer ses propres IA aussi, pas forcément des LLM énormes, hein, mais des petites IA, par exemple, de reconnaissance d'images. En 2 minutes, on peut en créer une avec son petit jeu d'images et montrer qu'on peut faire des choses très biaisées, très facilement. Et nous, notre enjeu, c'est finalement de Et puis montrer que plus cet derrière le aspect-là. résultat, il n'y a pas de baguette magique, hein, il y C'est a ça, aussi des gens, gens. des ouvriers du numérique. Exactement. Ouais. Et mon enjeu, c'est plus en fait finalement ça, de montrer ça, que d'apprendre à faire un bon prompt, par Ouais. exemple. Parce Ça, que c'est quand même très nouveau, quoi, je trouve. Non, pour vous? oui, Ouais. je pense que l'enjeu de l'école n'est pas de former les jeunes à faire des prompts concrètement, c'est plutôt de les éclairer globalement sur comment ça marche, quels sont les enjeux, et qu'ils puissent ensuite s'en servir dans des bons contextes, parce que je pense qu'il y a des contextes où l'IA apporte énormément de bénéfices, et parfois qui disent, bah non, en fait, il vaut mieux typiquement faire une recherche Google, ou alors réfléchir par moi-même, ou alors en parler à mon enseignant, ou, voilà, que l'IA n'est pas la solution miracle à tout, et que parfois, au contraire, ça peut être une perte de temps, voire une perte de sens. Je pense qu'on sous-estime le fait que cette génération sera IA native. En fait, de la même manière qu'on a vu Sur les digital l'utilisation. natives, voilà. Ouais. Donc ils vont être, je pense, assez vite, assez matures sur les limites, les modes de fonctionnement. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier qu'ils seront nés avec ces technologies. Ouais, espérons que la maturité arrive avec. On va s'intéresser avec vous maintenant aux agents. Donc, Sylvie Ouziel, fondatrice et CEO de Bluebridge Group AI, qui est dédiée au développement d'agents d'intelligence artificielle, et Robert Vesoul, CEO et cofondateur d'Iluine Technologies, et donc co-directeur de la chaire d'innovation digitale de Centrale Supélec, vous l'avez dit. Iluine, c'est une scale-up française qui est spécialisée dans l'IA et la data, fondée en 2017 donc au sein de cet écosystème justement Centrale Supélec et Paris-Saclay. Peut-être première question, qu'est-ce que vous appelez des agents IA? Allez, une définition chacun. Sylvie. Alors nous, on a une définition très pragmatique. En fait, un agent IA, c'est une application qui va remplacer un humain dans les tâches fastidieuses et un assistant qui va augmenter un humain dans les tâches un peu plus complexes. Et donc, un agent IA, pour nous, peut s'appuyer sur des technologies agentiques, c'est-à-dire une capacité à raisonner en boucle autonome ou pas. Et en général, articule une brique ou plusieurs d'IA génératives, mais aussi d'autres technologies. Parce qu'en fait, l'IA générative a permis de déverrouiller un certain nombre de cas d'usage où on avait besoin d'un humain pour écouter une bande-son, produire une bande-son, regarder une image, lire un document complexe. On a maintenant la possibilité de traiter ce type de cas d'usage par des automatismes. Mais une fois qu'on a fait ça, le reste, souvent, est plus déterministe. C'est de l'optimisation mathématique, c'est d'autres technologies. Et donc, on combine tout ça pour remplacer un humain dans des tâches fastidieuses. Voilà ce qu'est un agent
Pas forcément très court, mais j'espère que c'était clair. Ouais, moi c'est clair. Autre définition peut-être Je partage pour cette définition. compléter, qui est déjà pas mal complète. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a une définition qui est un peu académique et qui est un peu technique, qui utilise l'IA générative. Et c'est vrai que la notion d'agent, elle est arrivée quand les systèmes sont révélés trop complexes ou quand on se dit, on observe une organisation, il y a plein de tâches. Et donc finalement, ça revient à décomposer le problème en sous-tâches qui sont plus simples, qui vont pouvoir être gérées soit avec des technologies d'IA génératives, soit des technologies, comme c'est évoqué, plus classiques. Mais donc, c'est finalement de se dire, quand j'ai analysé les process d'une entreprise, je le décompose en sous-ensembles plus simples. Le mot agent, il a bien pris parce qu'il correspond à la fois à une tâche d'IA, aussi à un mot qui est associé à un humain. Et donc, c'est vrai qu'il permet de caractériser effectivement une tâche qui va soit aider, soit accompagner un humain dans un process, dans une En entreprise. fait, c'est le retour à l'intelligence artificielle old school, j'ai envie de dire. Enfin, quand on parlait avant de l'IA comme justement d'une aide, d'un assistant qui permet d'automatiser des tâches et d'aider chacun dans son métier, bon, ça a été un petit peu oublié avec la hype de l'IA générative, mais là, l'agent remet en fait l'IA comme un assistant qui va pouvoir réaliser des actions automatiques et aider les métiers. C'est ça. Et oui, C'est un... et finalement, on parlait de ChatGPT et des chatbots et de l'interface de ChatGPT. Ouais. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que tout le monde a l'impression que l'IA, c'est l'IA générative, et que l'IA générative, c'est je dialogue avec un truc qui ressemble à un super Google, un super moteur de recherche. Et en fait, l'IA générative permet de faire des tas de cas d'usage qu'on évoquait, d'écouter des bandes son, de regarder des vidéos, de lire des documents, ouais. et du coup de développer des petits programmes qui vont eux-mêmes travailler sur les systèmes de l'entreprise dans votre quotidien professionnel et remplir des tâches pour vous. Donc finalement, cette interaction de ChatGPT, c'est pas du tout la seule manière de consommer de l'IA et de l'IA générative, bien au contraire. Et effectivement, Alors, les nouvelles générations d'agents qui sont plus transformistes, sont plus imbriqués dans les systèmes d'information des entreprises qu'effectivement ceux qu'on voit plus fleurir, qui sont, je sais pas, qui sont gadgetiques, mais elles sont un peu en surface. Ils sont plus B2C, en fait. Tout à fait, elles sont B2C, donc elles se comprennent facilement. Mais pour une grande organisation, c'est vraiment automatisé en profondeur un certain nombre de... En même temps, process. cette mode des IA génératives, elle sert ce mouvement de l'IA agentique, parce que souvent on se dit, il faut que je passe à l'IA, et donc je pense que ça va dans le sens de votre business, tout ça. Gartner parle de cette IA agentique, des agents IA, comme de la prochaine rupture technologique. On n'en fait pas un peu trop quand même avec l'IA? Alors, moi, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment C'est vraiment très, vrai. très structurant et Ok. copernicien, le fait de pouvoir traiter des flux d'images, de documents, etc. Avant, l'IA, c'était le machine learning, c'était le monde des lettres dans les chiffres et les lettres. Hein. Donc voilà. Maintenant, on a aussi... C'était le monde des chiffres, pardon, dans les chiffres et les lettres. Maintenant, on a Maintenant, aussi les lettres. On a le On peut langage. aussi traiter des documents, des vidéos, des flux voix, comme on le disait. Et ça, c'est extrêmement déverrouillant pour tout un tas de cas d'usage qui vont beaucoup impacter l'entreprise et qui l'impactent beaucoup. Et puis, je pense que l'autre phénomène qui est important, on en parlait, c'est que l'IA peut se tromper. On parlait des problèmes d'exactitude. Nous, ce qu'on voit beaucoup en entreprise, c'est des POC qui n'accouchent de rien parce que la conclusion, c'est de dire, en fait, c'est pas totalement fiable et pas En fait, totalement c'est déceptif. scalable. Voilà, c'est à l'échelle. Et tout le monde ne parle que de ça, de dire, on en fait beaucoup. Ce que vous disiez, en fait, finalement, on accouche un peu d'une souris, là. Et en pratique, nous, notre approche, c'est de jamais faire de POC parce qu'on pense que si on fait un POC, on fait un POC. On ne scale jamais, comme on dit en franglais. Et donc, dès le début, de se poser des questions de cybersécurité, de cyber-résilience, surtout d'exactitude du résultat qu'on produit. Donc, avoir une approche d'évaluation systématique extrêmement précise et quantifiée de la pertinence de ce que produit le modèle, y compris en mettant un autre modèle derrière le premier modèle s'il faut fiabiliser. Et donc, d'avoir cette dimension probabiliste mesurée et explicitée avec le client dès le début. Et puis, ce qu'on appelle la résilience opérationnelle. Moi, j'ai, dans mes fonctions précédentes où je dirigeais les opérations d'un grand groupe de com, remplacé plusieurs centaines de collaborateurs en offshore, en l'occurrence, par des agents. Et donc là, il ne faut pas que le système ralentisse, ne réponde plus, que le prompt Ça fait bug. pas rêver de remplacer des centaines de personnels Et donc, en dans l'occurrence, une agence de com. la redondance et le fait Est-ce que les qu'on en choses est là? fonctionnent, C'est-à-dire, voilà. on en est là avec l'IA agentique? C'est vraiment, on est vraiment sur une techno Alors, d'efficacité au point de pouvoir remplacer des métiers? Alors, un mot Des là-dessus, postes? juste très très rapidement, c'était des gens qui faisaient des processus administratifs, en l'occurrence en offshore. Et moi, ce que je pense, c'est que Ouais. des destinations d'offshore comme l'Inde, les Philippines, etc., ont
un sujet macroéconomique, parce qu'on a beaucoup parlé du ride-shoring, le bon mix entre onshore, nearshore, offshore, suivant la criticité des tâches. Et je pense que les Et là, tâches il y qu'on a a une pu nouvelle offshorer, solution, en on peut les fait. AI-shorer Ouais. désormais. Et je pense que le AI-shoring va rapatrier au contraire chez nous la supervision des tâches et le contrôle, mais que l'exécution de tâches très automatisables, très processables, va être automatisée. Ouais. À condition d'avoir la maîtrise de la technologie Oui. aussi. Ouais. Après, sur ce sujet qui est un peu inflammable de parler Et oui. du remplacement des tâches humaines, il faut dire qu'on a vécu ça dans le domaine de l'industrie avec de la robotisation. C'est plus compliqué parce que là, on parle de tâches tertiaires et ça se rapproche de plus de personnes et ça a été un peu invisibilisé quand les usines se sont robotisées. Mais effectivement, si je prends le domaine de la relation client, on arrive à des niveaux d'automatisation avec des agents qui peuvent tout à fait réaliser des tâches de support de niveau 1, de niveau 2, et même de façon assez surprenante, aller assez loin. Donc, ça ne veut pas dire du tout que ça va remplacer des humains dans la globalité, mais c'est vrai que ça va automatiser toute une partie de tâches, et donc ça, En fait, c'est une balance, redistribution une redistribution. du travail, quoi. Et il y a une étude de Stanford qui est sortie cet été qui montre que la difficulté sur 3 types d'emplois, de jeunes emplois sur les comptables, les codeurs et les jeunes personnes dans la relation client, de difficulté à rentrer dans le marché de l'emploi. Première vision, parce qu'en fait, en étant débutant, ce sont des personnes qui sont challengées par des agents IA. Ouais. Et donc, dans le coding, on le voit il y a une espèce de zone tampon entre devenir un bon codeur qui va utiliser l'IA et qui va lui donner plus de productivité, plus de performance, mais il y a un petit trou à passer entre le jeune qui sort de l'école, qui avant faisait ses classes dans différentes entreprises, et donc le temps qu'il a à apprendre, là, il est challengé par des agents IA, et ça, c'est aussi un sujet, comme c'est évoqué, dans l'offshoreisation, le fait de déplacer les tâches pour avoir des coûts moins chers, parce que c'était Ouais. fait à cette fin-là dans l'organisation des entreprises. Et donc, ça recentre effectivement la supervision probablement en plus grande proximité, mais ces tâches-là, dans la relation client, dans les process documentaires où vous avez des assurances, des banques qui gèrent des dizaines de millions de documents sur une année. Donc, ces process, ils vont s'automatiser avec des agents IA. Alors oui, c'est Très de la intéressant, ça. robotisation Ouais. administrative. Je sais, peut-être un mot de plus, mais nous, ce qu'on observe, c'est que c'est tout à fait vrai, cette robotisation administrative. Mais il y a aussi... Alors, premièrement, on accompagne avec Alixio, notamment, qui est un partenaire RH, la requalification des effectifs, le redéploiement vers d'autres tâches, parce qu'il faut accompagner effectivement la mutation des emplois. Et deuxième sujet, il n'y a pas que la productivité. C'est beaucoup de bénéfices à l'IA sur la rapidité du go-to-market pour lancer des nouveaux contenus marketing et promotionnels beaucoup plus vite, en les validant beaucoup plus vite et en les produisant beaucoup plus vite. Il y a des sujets de meilleure optimisation de la chaîne logistique, des transports, du dispatch des équipes d'intervention au travail pour une entreprise qui fait de la sécurité physique. On a optimisé toute la prévision de l'absentéisme et le dispatch des équipes d'intervention sur site, aussi pour le bien-être des salariés, pour leur trouver des affectations au plus proche de leur adresse. Donc il y a plein de bénéfices au-delà de la productivité qui effectivement sera là. Il ne faut pas se cacher les choses, je pense. Ils sont convaincants sur la gentille AI. C'est vrai. Sur la partie enseignant, parce qu'il y a aussi ce débat-là qui revient souvent. Est-ce que l'IA va remplacer les enseignants? Je pense que la réponse serait plutôt non, parce que du coup, pour le coup, il y a une histoire de relation humaine très forte en fait au sein de la classe qui dépasse juste le fait de délivrer des savoirs. C'est sûr. Mais par contre, sur les travaux administratifs, peut-être autour de l'école et la possibilité de faciliter la gestion finalement administrative, là-dessus, il y a effectivement des gains importants, pour ce qui me concerne en tout cas, dans la partie éducative. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de métiers qui vont être impactés. Oui, c'est-à-dire du côté administratif, peut-être à l'éducation nationale, mais bon, ça demande une vraie transformation, un vrai changement culturel aussi dans les organisations, j'imagine, d'intégrer cette C'est probablement le agentique challenge AI. de pouvoir amener cette technologie et amener des personnes qui vont accompagner cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un process métier dans une organisation qu'il traite, c'est pas juste en rajoutant différentes petites couches d'IA Ouais. générative par-dessus qu'on l'optimise. On risque de mettre C'est- des surcouches du Voilà, coup de c'est process. quand même l'occasion aussi de le réinventer, de l'optimiser, comme on a eu cette réflexion quand il y a eu la transformation digitale des organisations qui étaient
full digital qui arrivait sur le marché, donc qui challengeait les autres organisations. Donc on retrouve cette dynamique-là et le fait de devoir réinventer des process aussi pour améliorer, comme c'est évoqué, l'expérience d'un client quand il va faire du commerce, quand il va avoir des tas d'expériences différentes qui peuvent être nettement améliorées. Il y a le domaine de la santé aussi, où il y a beaucoup d'éléments où ces agents IA peuvent accompagner dans le suivi et être des vrais outils qui boostent là pour le coup les soignants. Pour décharger de la charge tout à fait. administrative au sein des hôpitaux, par exemple. Tout à fait. Alors, juste sur ce Ça, point-là, si ça pouvait arriver, ce serait chouette. ouais, exactement Non, sur mais- ce point-là, moi je suis un peu techno-béate, hein, vous avez remarqué, mais j'ai Non, toujours mais vous été êtes comme très ça. positif sur l'Agentique AI. On est presque Mais- convaincus avec Léo. Mais moi, j'ai plutôt constaté dans les entreprises que de la même manière que les consommateurs que nous sommes se sont quand même saisis de ChatGPT et on se demande comment on cherchait de l'information auparavant, les acteurs en entreprise se saisissent des nouveaux outils d'IA quand ils leur simplifient la vie, qu'ils automatisent des tâches et qu'ils sont performants. Enfin, nous, dans mon Ouais, il faut entreprise avoir la précédente, preuve par l'exemple, quoi, on a eu finalement. 60 000 utilisateurs uniques spontanément en quelques mois et qui utilisaient de manière récurrente et régulière l'outil. Donc, C'est ça, c'est la question de l'efficacité à grande échelle. Après, c'est la question. Ça concerne toutes les entreprises de toutes les tailles, l'Agentique AI. ah non, on a des clients, comme je dis toujours, entre 100 Ouais. millions et 150 millions. Oui. 150 milliards. Donc entre 100 millions et 150 milliards. Ouais. On a vraiment, et ce qui fait accélérer, c'est ce qui était évoqué, c'est qu'il y a une génération qui arrive, qui va être, qui est tombée dedans ou qui va tomber dedans, parce que c'est passé en quelques années, c'est arrivé de l'IA générative. Donc oui, la transformation, les consommateurs, les jeunes consommateurs, ils vont avoir ces habitudes de consommation par ces outils conversationnels. Donc oui, et bien souvent, quand on discute avec un COMEX, c'est parce qu'ils sont parents d'un jeune adolescent qui utilise ces outils pour Oui, mais là, pour ils faire se le disent, il devoir. faut que je mette à l'IA, mais c'est quand même différent, la démarche. Oui, de mais ça dire, rentre par la fenêtre, par la C'est porte, ça, par tous les, par tous les chemins Ouais. qui nous amènent nous-mêmes. Vous voyez, quand ChatGPT a annoncé son nouveau modèle, il a dit on l'a fait pour que dans les domaines de la santé, c'est un des domaines où vous avez le plus de sollicitations de ces modèles pour avoir des avis médicaux quand vous avez eu. Alors, il faut prendre du recul Attention, oui. mais il y a quand même une grande richesse d'informations. Donc, l'usage, il vient quand même très, très vite. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en mesure de regarder tous les risques. Les sujets qui ont été évoqués de souveraineté sont des vrais sujets pour des organisations aujourd'hui parce qu'on voit qu'à l'échelle planétaire, les différents acteurs peuvent avoir des politiques ou voilà, on voit que c'est aussi un outil pas de guerre économique, mais d'influence économique à l'échelle de compétitivité. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés, en l'occurrence tous les deux sur les agents IA et Léo sur comment cette IA doit être apprise, enseignée demain à l'école. Et on voit que ça progresse. Sylvie Ouziel de Bluebridge Group AI, Robert Vesoul d'Illuine Technologies et Léo Briand de Vita Science. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Nos interviews de l'IA reviennent dès la semaine prochaine.